journée à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous. Les membres du gouvernement central en séminaire de 48 heures à la Cité de l'Union africaine à Mongalema devraient tout clôturer ce jeudi 8 juin 2017. Leurs travaux axés sur l'imprégnation de tous les enjeux en vue d'un rendement efficace sur ce que la population congolaise attend de l'exécutif national. En effet, 3 sujets restent prioritaires. La sécurité de tous les Congolaises et Congolais, la matérialisation du processus électoral jusqu'à amener l'ensemble du peuple à se choisir ses dirigeants à divers échelons. Enfin, l'épineuse question de l'amélioration des conditions sociales de la population. Éric Zamé le disait dans le sommaire, l'ultimatum lancé à Kinshasa par l'ONU va expirer. C'est jeudi 8 juin à minuit. Le gouvernement congolais par la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchoube Koualikoulia Reddy, n'est pas en être contre, mais Kinshasa revendique d'en assurer la direction à tout prix. Suivez le reportage. On ne donne pas d'ultimatum à un pays souverain. La communauté internationale serait dans l'obligation d'imposer à la République démocratique du Congo une commission d'enquête internationale si le gouvernement congolais avait croisé les bras face au massacre du Kasaï. Si la justice congolaise n'avait manifesté aucune volonté de mener des enquêtes et de rendre justice aux victimes. Nous allons poursuivre les enquêtes que nous avions déjà amorcées ensemble, mais la justice congolaise va garder la direction des enquêtes. Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, ainsi que d'autres membres du gouvernement, Bruno Tshibala, ont déclaré c'est jeudi 8 juin 2017 leur d'avoir à la Cour constitutionnelle, et cela conformément à l'article 99. Sylvain Kapombobo Sengele pour le reportage. L'article 99 de la Cour constitutionnelle stipule que tout membre du gouvernement est recommandé à déclarer ses avoirs auprès de cette haute juridiction de la République démocratique du Congo dans un délai de 30 jours après son entrée en fonction. C'est ce qui justifie la présence de quelques membres du gouvernement Tshibala ce lundi 8 juin dans les installations de la discours dont Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ministre d'État en charge des relations avec le Parlement. Il a déposé la liste de ses biens des mains du premier greffier de cette institution, Charles Lodi Lomama. Nous sommes venus remplir une obligation constitutionnelle. Vous savez que quand on est nommé, on est obligé de remplir cette obligation. Et nous, en notre qualité de démocrates, des républicains, obligés bien sûr de respecter la Constitution, on est venu pour remplir cet exercice. Nous tous ici, nous avons toujours le devoir de rendre compte. Et après, même l'exercice de nos fonctions, on sera obligé toujours d'évoluer dans le même sens. Justin Bitakwira, ministre du Développement rural, et Jean-Marie Ingele Foto de l'énergie et ressources hydrauliques se sont eux aussi livrés à ce même exercice. C'est la deuxième fois que je le fais. C'est un devoir accompli. À en croire la disposition sus évoquée, tout membre du gouvernement qui n'aura pas à remplir ses devoirs civiques dans les délais prévus par la loi est d'office réputé démissionnaire. La commission des lois au sein du gouvernement examine depuis ce lundi la proposition de loi portant institution, composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national des suivis de l'accord CENSA en sigle, déposé au bureau de l'Assemblée nationale le 11 avril dernier. Il faut dire que jusqu'à ce jour, le CENSA n'est pas encore fonctionnel. C'est plutôt ce commentaire de Sylvie Fortuné Mboula qui donne les grandes lignes du CENSA conformément à l'accord du 31 décembre. À propos du Conseil national de suivi de l'accord, voici ce que dit l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016. Les parties prenantes se sont convenues conformément à l'article 222, alinéa 3 de la Constitution, de mettre en place une institution d'appui à la démocratie chargée du suivi de la mise en œuvre de l'accord conclu entre elles.
La structure sera donc composée de 28 membres issus de parties prenantes. Elle aura 2 organes, une plénière et un bureau. Ces derniers auront un président, 3 vice-présidents, un rapporteur et un questeur. L'accord dit aussi que cette institution sera présidée par le président du Conseil de sages du Rassemblement. Lors de travaux du Centre interdiocésain de Kinshasa, Etienne Tshisekedi avait été désigné pour assumer les fonctions en sa qualité du président du Conseil de sages du Rassemblement. L'homme propose, Dieu dispose. Etienne Tshisekedi a tiré sa révérence le 1er février 2017. Les débats est encore élancés. Après la mort du Sphinx délimité, le Rassemblement a éclaté en 2. Tshisekedi Lumbi, Tshibala Olengankoy. Maintenant que le cabinet du président de la République, sur instruction du chef de l'État, a adressé une correspondance à la classe politique, partie prenante au dialogue du centre interdiocésain, à transmettre la liste de leurs délégués au comité national de suivi de l'accord, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui va advenir? La majorité présidentielle, le Front pour le respect de la Constitution, le Rassemblement El Tshibala Olenga et la société civile vont déposer leur liste. Et l'El Tshisekedi Lumbi va s'obstiner car va-t-il évoquer? L'accord est clair. C'est le président du Conseil de sages du Rassemblement qui est président du NSA. Or, la restructuration opérée au sein du Rassemblement limité n'avait pas rencontré l'assentiment de tous. La bataille sera alors rude entre le Front pour le respect de la Constitution, où l'on retrouve le MLC, et le Rassemblement Kasavubu. Dans tout cela, le peuple se retrouvera-t-il? Les nouveaux dirigeants du NSA vont-ils bénéficier de la confiance du peuple? Ça, demain, sera révélateur. Faisons à présent un petit tour dans nos provinces, en commençant par Bandundu-Ville. Dans les chefs-lieux du Kwilu, la ville connaît un afflux remarquable de personnalités originaires du coin pour l'enrôlement en vue de donner à Bandundu la chance d'avoir plus de sièges dans la prochaine législature. Les détails dans ce reportage de Roli Moukiaka. Un mois après l'effectivité de l'enrôlement à Bandundu, la ville connaît un afflux de personnalités pour remplir leurs devoirs civiques. Personnalité dont les uns la réputation a même traversé les frontières. Après l'ingénieur Herman Moutima, DG de l'Office des routes, c'est le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum qui, après ses enseignements à l'Uniband, s'est fait enrôler à Bandundu, son terroir d'origine. Ce matin, sous un soleil de plomb, c'est le professeur Michel Le Balabala Kassongo qui a foulé avec faste les sols de la ville. Objectif: remplir son devoir civique et inciter aux autres le goût de se faire enrôler. Dès son arrivée par route malgré son état, Michel Le Balaba l'a réputé l'homme des pleins, a mobilisé comme d'habitude une foule sans pareil, signe de son acceptation dans le milieu. Qualifié ainsi de l'homme politique le plus proche de sa base, Michel Le Balaba a sur demande de la population fait une ronde de la ville à pied, une façon pour lui de sensibiliser ses militants sur l'enrôlement. Sous cette ambiance vertigineuse, il obtiendra sa carte au centre le plus proche de sa résidence. Au finish, il fait un point à la presse. La carte des lecteurs est un tout pour un vrai citoyen. Je demande donc à toutes les filles et à tous les fils de Bandundu de s'enrôler et de s'enrôler massivement. Massivement pourquoi? En 2006, on nous a donné une ville comme la ville de Bandundu, un seul député. La ville de Bandundu a triplé la population. Ce qui signifie qu'en 2017, nous ne voulons plus qu'on nous dise que la ville de Bandundu doit avoir un seul député. Cette ville mérite 3, 4, 5 députés. Retenez que l'objectif de tout Bandundois est de donner à la ville au minimum 3 sièges à la prochaine législature. À la cour militaire du Kasaï oriental, le premier président, le lieutenant-colonel Kelly Dienga Akelele, a poursuivi mercredi 7 juin l'instruction avec l'audition des prévenus. Ils sont accusés de crimes de guerre, meurtre et traitement dégradant sur les miliciens Kamwena Nsapout. Sylvain Kapomobo Sengele pour le reportage. Cette audience est la deuxième du genre pour le procès des 9 éléments de la 21e région militaire poursuivis devant la cour militaire du Kasaï oriental pour crimes de guerre, meurtre et traitement dégradant des miliciens Kamwena Nsapout lors des opérations menées dans la localité de Mwanzalomba, située dans le territoire des Moabi.
À cette deuxième séance, présidée par le premier président de la Cour militaire du Kasaï oriental, le lieutenant-colonel magistrat Kelly Dienga Akelele, la Cour a poursuivi avec l'audition du commandant des opérations, le major Niembo Bonamouya Urbain. Celui-ci a reconnu avoir tué les éléments de la milice Kamwena Sapou, étant donné que ces derniers portaient des armes. Mais pour cette fois, il n'a pas précisé le nombre de victimes. De son côté, le sergent-major Maneno a avoué avoir de sa propre initiative filmé les tueries des miliciens, dont celle des 2 femmes. Il a ajouté que, dans la soirée, tous les militaires qui participaient à cette opération visualisaient cette vidéo filmée, à l'exception du capitaine Séraphin Païlimbio et le lieutenant Silavounou Dokolo. Il a également reconnu être l'auteur de la vidéo des tueries des Mwanzalomba, mais ses prévenus ignorent quand même la personne qui l'a postée sur les réseaux sociaux. Pour la Cour, c'était donc une manière pour les accusés de passer aux aveux. Dans son intervention, l'auditeur militaire supérieur, ministère public, le colonel magistrat Raphaël Mukuta Andondo, a félicité et remercié les prévenus Major Niembo et le sergent-major Maneno de leur aveu. Enfin, le collectif des avocats de la défense a sollicité et obtenu de la Cour les renvois de la cause pour le vendredi 9 juin, le temps pour lui de s'imprégner du dossier afin de bien prester pendant les réquisitoires de l'organe poursuivant et de sa propre plaidoirie. Kitsa Idi Hassan Chance, c'est le nom de ces vaillants policiers qui a été tué à Goma pour avoir voulu sauver les clients d'une boutique attaquée par des cambrioleurs. Devant les gouverneurs et autres autorités tant civiles que militaires, un hommage mérité lui a été rendu avant de l'enterrer mercredi 7 juin à Goma au Nord Kivu. Brigitte Makuta, Eric Izami. 10h du matin à Goma, le corps du policier Chance et Kitsa Idi Hassan quitte la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu sous une procession policière. Destination Stade Afia. Ici, autorités administratives, politiques et policières et de l'armée se succèdent près du cercueil blanc de l'homme qui a abattu 4 bandits qui venaient d'opérer dans une boutique de transfert d'argent à Kassika. Ils déposent leur jappe de fleurs en reconnaissance de ces sacrifices suprêmes. Pour la famille, une perte énorme est enregistrée car Kitsa Chance servait la famille et la communauté sans se gêner. Dans la lecture de la biographie, le commissaire provincial de la PNC Nord Kivu ajoute au cursus du policier Chance Kitsa les titres de l'acte de bravoure. L'agent de police Kitsa Idi Hassan qui nous quitte aujourd'hui, vous avez suivi quelques témoignages. J'ai eu à voir aussi le témoignage de son commandant. Il était avec les commandants. Il était presque autour du commandant et en aucun cas, en aucun moment, Kitsa boudé les ordres. Le gouverneur de province a, lui, dans son oraison funèbre, déclaré que le pays vient de décerner à titre posthume les grades de brigadier de police. La province les reconnaîtra comme un policier de la citoyenneté, a-t-il révélé. Retour à Kinshasa, les habitants de Tchangou en proie à des accidents à n'en plus finir à cause des difficultés rencontrées lors de la traversée du boulevard Lumumba. C'est ainsi qu'ils sollicitent du gouvernement l'installation des passerelles au niveau de Pascal Massina et Kingasani Yasuka. Le constat est signé Myriam Ibali et José Moussangana. Les habitants du district de la Tchangou ont des difficultés pour traverser le boulevard Lumumba à cause justement de la circulation intense observée souvent pendant les heures de pointe. C'est ainsi qu'ils demandent au gouvernement d'installer des passerelles sur ce boulevard entre les communes de Massina et de Ndjili, comme c'est le cas à Limete. C'était prévu que le passerelle, on les prolonge jusqu'à Kingasani, Pascal, Kingasani et autres. Mais on est surpris que le passerelle s'est arrêté au niveau de 13e mairie. Pourtant, au niveau de 13e mairie, il n'y a vraiment pas de circulation comme à Pascal ou Kingasani. Nous implorons beaucoup au gouvernement pour qu'il puisse
nous servir de passerelle, de mettre aussi des passerelles au niveau de Bitabé et au niveau de Pascal, au niveau de Kingasani Asuka. Plusieurs piétons sont exposés aux accidents de circulation du fait que certains conducteurs roulent à vive allure. L'on compte alors nombre de morts. L'installation de ces passerelles pourrait résoudre ces problèmes d'accidents qui se produisent de manière excessive et successive. Le rapport sur le développement humain 2016 a été lancé ce jeudi 8 juin au Grand Hôtel à Kinshasa. Selon ce rapport, l'indice de développement humain de la RDC est passé de 0,365 en 1990 à 0,435 en 2015. Mais malgré cette progression, les inégalités demeurent et les laissés pour compte restent en nombre élevé comme partout dans le monde. Pendant Ngaziami et David Tembeni pour le reportage. Selon le rapport sur le développement humain 2016, lancé en RDC ce jeudi 8 juin par le ministre du Plan, la République démocratique du Congo a conservé sa place dans le classement mondial, 176e sur 188 pays, avec un indice de développement humain évalué à 0,435 contre 0,332 l'année antérieure et 0,365 en 1990. Au cours des 25 dernières années, l'indice de développement humain de la RDC, qui mesure les progrès réalisés par le pays en termes de santé, d'éducation et de revenus, est passé à 0,435 entre 1990 et 2015, soit un taux de progression phénoménal de 22,5% sur la période. Lancé au niveau international le 21 mars 2017 à Stockholm en Suède, ce rapport, dont le thème est « Le développement humain pour tous », s'interroge sur les moyens de garantir le développement humain pour toutes et tous et cherche à savoir qui sont les laissés pour compte et pourquoi ils le sont. Ce rapport sur le développement humain pour tous met un accent particulier sur ceux et celles qui ont été laissés de côté par les progrès du développement au cours des 25 dernières années. Et il donne des pistes pour aplanir cette exclusion. Car veiller à ce que les progrès du développement soient largement et équitablement partagés n'est pas seulement la meilleure chose à faire, mais l'essentiel qu'il faut faire pour développer et maintenir les fondations de sociétés pacifiques, justes, inclusives et apaisées. L'indice de développement humain mesure le progrès réalisé par les pays en termes de santé, capturé par l'espérance de vie à la naissance, d'éducation appréhendée par les durées attendues et moyennes de scolarisation et de revenus évalués par le produit intérieur brut par capita. Quant au développement humain, il prône la durabilité, c'est-à-dire le bien-être des générations, et il est ancré dans l'universalisme, c'est-à-dire qu'il ne faut laisser personne pour compte. Pour rappel, depuis 1990, le PNUD publie chaque année le rapport sur le développement humain avec l'idée que les hommes et les femmes sont les richesses de chaque nation. Paederus, le nom est peu connu du public, mais c'est un insecte désigné sous l'appellation des Kunda à Kinshasa. Avec l'arrivée de la saison sèche, cet insecte affecte plusieurs personnes avec une capacité de brûler la peau. Jadis Mbengi Domomat et Rikizami. Insecte aux couleurs d'ampicilline, rouge et noir, le Paederus, appelé communément sur Kinshasa et Kunda, a refait surface, comme c'est le cas en début de la saison sèche. Il fait frémir et crée une peur sérieuse, car la piqûre du Paederus brûle la peau. L'écrasé par mégarde laisse également les dégâts sur l'épiderme, ensuite des cicatrices gênantes au visage ou à n'importe laquelle partie du corps. Un médecin s'active à prodiguer quelques conseils pratiques en guise de précautions à prendre contre cet insecte Paederus diéconda. Il faut utiliser peut-être des insecticides à l'intérieur des maisons, ranger bien vos lits, ranger bien vos habits, pour, n'est-ce pas, éviter que ces choses-là, ces insectes ne puissent marcher dessus. Il faut bien secouer votre chemise, votre pantalon, votre sous-vêtement, pour que peut-être s'il y avait un éconda là dedans, que ça puisse tomber.
Normalement, ce n'est pas un insecte agressif en soi. Le mal, c'est de l'écraser sur la peau. Par simple erreur, vous l'avez écrasé, il faut vite nettoyer la partie avec l'eau, simple eau. Cet insecte affectionne investir la lampe allumée ou ses abords, et souvent pendant la soirée. Il faut alors utiliser la pommade anti-allergique sur la partie de la peau qui a été affectée. Les diplômes d'État pour l'édition 2012 à 2013 sont déjà prêts pour les obtenir. Les requérants doivent payer 30 000 francs congolais. Mais comment est-ce que les actuels élèves finalistes se préparent-ils pour affronter ces épreuves nationales? La réponse dans ce reportage. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2016-2017 est prévue pour le 19 juin prochain. À cet effet, les finalistes de l'Institut Lumumba, situé dans la commune de Limité, sur 17e rue, quartier industriel, affûtent déjà leurs armes pour bien affronter ces dernières épreuves qui leur permettront, en cas de réussite, de dire adieu au bleu blanc. Regroupés au nombre de 5, chaque élève partage avec les siens quelques connaissances acquises dans différents cours dispensés par les enseignants. Nous sommes organisés en une sorte de groupe d'études de 5 personnes par groupe pour que nous puissions savoir le point fort et le point faible de quelques élèves, vu que nous voulons un peu faire la fierté de l'école. Je suis sûr d'être à la hauteur, je me suis déjà bien préparé et nous sommes bien préparés en groupe et nos professeurs sont bien qualifiés. Ils nous ont bien préparés. Pour la directrice des études, ces finalistes seront à la hauteur de ces épreuves après 9 mois de formation et restent tout de même confiantes de la formation leur dispensée. Bien sûr, parce que quand on a parcouru le programme, on est sûr que les enfants ont déjà le bagage qu'il faut et ils n'attendent que les épreuves qui arrivent bientôt. Retenez que la session ordinaire des épreuves d'examen d'État met fin au cycle humanitaire. L'Institut national de préparation professionnelle Mbandaka organise une formation de 10 jours sur l'énergie photovoltaïque. Les personnes qui assurent la formation sont venues de 11 anciennes provinces. Plus de détails dans cette correspondance de José Maza Osukuma depuis Mbandaka. Formation des formateurs de 10 jours au sein de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, province de l'Équateur, sur l'énergie renouvelable photovoltaïque à l'intention de 11 participants représentant des 11 anciennes provinces de la République démocratique du Congo. Le formateur national Idriss Moufouka Koudié, venu de l'INPP Kinshasa, assure cette formation selon les règles d'art. Suivant Idriss Moufouka Koudié. L'objectif principal de cette formation, d'abord, c'est de renforcer les capacités des formateurs électriciens pour les différentes gestions provinciales INPP, ici à Mbandaka. Le deuxième objectif, c'est de servir les populations de Mbandaka, de l'énergie solaire, étant donné que la ville est complètement dans les noirs. Les formés vont réparer gratuitement les installations photovoltaïques en panne dans la ville de Mbandaka, ainsi que l'implantation toujours gratuite de cette énergie, une occasion en or pour la métropole de la province de l'Équateur qui vit dans les noirs les plus absolus de revoir le courant électrique dans leur maison. De Mbandaka, José Maza Osukuma, Antenne A. L'échangeur de Limité a été rebaptisé Place de la Reconstruction depuis 2007 à l'occasion du lancement de 5 chantiers de la République. Tour géante, cet espace est longtemps resté un édifice secret. Nos reporters sont allés sur place pour vous proposer ces images. Eric Izami, Dorcas Kete et Hugues Moussangilaya. C'est entre autres la tour symbole de Kinshasa
et de la République par extension. Voulu comme un carrefour de toutes les grandes artères de la capitale par le président Joseph Désiré Mobutu, l'échangeur de limité construit en 1969 par l'ingénieur franco-tunisien Olivier a été construit pour servir du point de départ de toutes les grandes artères de Kinshasa et servir d'une infrastructure qui favorise la connexion de la mégapole. Les termes échangeurs, c'est un mot français, c'est un carrefour là où les routes s'entrecroisent, là où les routes s'échangent. Et c'est ainsi que l'échangeur a été placé au centre même de la ville de Kinshasa. C'est à partir d'ici que vous trouverez 90% des routes qui vous amènent presque dans toutes les communes. L'imposante tour aux 1000 couloirs et galeries a été également construite à l'hommage au tout premier Premier ministre de l'ancien Congo belge, Patrice Emery Lumumba. Plusieurs décennies après, cette tour a été débaptisée, la place de la reconstruction sous le président Joseph Kabila en 2007 lors du lancement du projet nommé 5 chantiers de la République. Depuis le 30 juin 1966, pendant les discours du président Mobutu sur l'état de la nation, il avait promis au peuple congolais de pouvoir ériger un monument à l'honneur de Patrice Emery Lumumba. Et pendant cette date aussi qu'il avait transformé des boulevards Léopoldé allant de l'aéroport militaire d'Endolo jusqu'à l'aéroport international d'Indjili sous le nom de boulevard Lumumba. À l'extérieur, l'échangeur de limité n'en a peut-être pas l'air, mais en son sein, l'on compte entre autres les musées d'art contemporain et multimédia, succursale de l'Institut des musées nationaux du Congo, IMNSS, dirigé par le professeur Joseph Ibongo. Ces lieux autrefois fermés et de nos jours un bel espace du tourisme notamment. Patrick Borel Mukendi a lu pour nous et pour vous les parutions de ce matin. Il les a fondues dans un texte et nous propose cette revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Ouvrons le bal avec la prospérité qui indique c'est ce jeudi 8 juin 2017 qu'expire normalement le 48 heures accordé aux autorités de la RDC afin qu'ils fournissent des éclaircissements sur les violences au Grand Kasaï. Ces dernières, faut-il les signaler, requièrent désormais toute l'attention de l'ONU où de plus en plus de voix s'élèvent pour exiger carrément une enquête spéciale et internationale pour établir les responsabilités. Et de son côté, la CPI continue de suivre la situation en silence. De son côté, le palmarès annonce que la situation est grave en RDC. Pour le FMI, deux choses justifient cet état de choses. Il s'agit en l'occurrence de la chute des prix de matières premières et de l'impasse politique. Revenons avec la prospérité qui écrit Bruno Tshibala a lancé le séminaire axé sur le leadership et le renforcement de l'efficacité de l'action du gouvernement et qui a pour finalité d'insuffler à partir du sommet de l'État une nouvelle dynamique de performance et de responsabilités qui devra se propager dans l'administration publique. Pour sa part, la référence plus se pose la question de savoir où sont passées les 28 mesures économiques du gouvernement. Le ministre de l'économie, Joseph Kapika, a pris depuis le mardi 8 juin 2017 un arrêté qui consacre le réajustement de prix du carburant à la pompe. La décision autorise l'augmentation de 4,8% du prix du litre d'essence et des gasoils. Ils augmentent ainsi les 80 francs congolais. Enchaînons avec la bonne gouvernance qui titre le rassemblement à l'heure de choix. Faut-il continuer à négocier avec le pouvoir pour la primature ou la présidente du Conseil national de suivi de l'accord? Faut-il recourir à la rue pour faire plier le pouvoir? Faut-il désormais mettre le cap sur les élections à venir? C'est pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres que le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement RASSOP, dirigé par les duos Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, s'est réuni en conclave du 8 au 10 juin 2017 à Kinshasa. Donnons le coup de sifflet final avec Forum des As qui note initialement prévu pour le lundi 5 juin, la levée du corps interviendra demain vendredi 5 juin à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kassavubu. La veille mortuaire aura lieu à la Foire internationale de Kinshasa et non plus dans l'enceinte du stade de Martyrs de la Pentecôte, une option qu'avait prise le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Maître Kenzo était l'un des membres influents de la Ligue de jeunes du parti précité.
Un rétropédalage dû à la rencontre de la première journée éliminatoire de la CAN Cameroun 2019 qui mettra aux prises les léopards de la RDC au Diable Rouge de la République du Congo le samedi 10 juin. Un communiqué écologique et un très justement à ces derniers points de la revue de presse de Patrick Borel Mukendi. La famille Chimanga Boadiabukola et maître Jean-Paul Mpoyi ont de profonds regrets d'annoncer aux amis et connaissances le décès brusque de leur fils et frère, maître Franck Kenzo Mukendi Chimanga, survenu le jeudi 1er juin 2017 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Le deuil a lieu à la résidence familiale située sur l'avenue Zèbre, numéro 190 DJ, cité Salongo Nord, commune de Lemba. La levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire interviendra ce vendredi 9 juin 2017 à 10 h et sera exposé à la foire internationale de Kinshasa. L'enterrement interviendra le samedi 10 juin 2017 au cimetière Nécropole entre terre et ciel. C'est par cette triste nouvelle que nous réformons ce journal. Léonard Moumeri et Ndaï Lamboichi étaient aux commandes. Il me charge de vous dire grand merci pour votre sympathique attention. Restez-nous fidèles.